Salut tout le monde, bienvenue sur le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast vélo préféré qui va parler aujourd'hui de cyclisme belge, puisque on va faire une préface 100% belge. Qu'est-ce que le Petit Plateau attend de cette saison 2025 côté tricolore? Et pour en parler, j'accueille Alexis et Damien. Salut les copains. Salut. Salut Romain, salut tout le monde, salut les Belges et les autres aussi, Ouais, restez. Bien tout le monde est sûr, bien bienvenu. sûr. Alors, pour parler cyclisme belge, on va le faire à travers 15 questions. Vous allez voir, c'est très simple et je vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question. À votre avis, messieurs, quelle sera la première victoire belge en 2025? Bref, on pourrait être tenté de dire Wellens et son traditionnel pic de forme de janvier. Mais moi, je pense quand même que là, sa dynamique a un petit peu changé maintenant qu'il est chez UAE autour de Pogacar. Je pense que sa forme est plus misée sur les grandes classiques printanières. Donc voilà, il y aura peut-être des petites victoires surprises en tout début de saison, mais en tout cas, la première victoire retentissante, je vais dire Arnaud Delis sur l'étoile de Bessèges, parce que beaucoup d'étapes lui conviennent. C'est amusant parce que j'avais le même nom, j'allais dire Arnaud Delis ou Lennart Van Velde, mais moi je suis pas parti sur le retentissant, je suis parti sur les courses en Espagne où Ouais, Ouais. un de ces deux-là va bien nous claquer soit une des manches possible. de Majorque, soit même les courses en Espagne juste avant Majorque, ça devrait le faire. Mm. Ouais, c'est vrai que ce sont des courses de pré-saison où on a toujours aussi l'habitude de voir émerger des gars qu'on n'attend pas forcément, hein. Rappelez-vous, un Kobe Goossens, par exemple, avait Tout à gagné fait. il y a 2 ans. Pourquoi pas cette année-ci aussi? C'est un peu la loterie finalement. C'est une question vache, une question piège, hein, pour démarrer ce premier. Mais allez, je vais vous rejoindre. Je vais dire Arnaud Delis sur une course espagnole aussi parce que il semble déjà très motivé et très affûté cette pré-saison finalement. 2025. Alors, Arnaud Delis, premier vainqueur belge, c'est une possibilité. Si on avance un petit peu dans le calendrier, on va arriver au printemps des Flandriennes. Ce sont donc les courses pavées. Quel Belge voyez-vous remporter le premier une Flandrienne, en espérant évidemment qu'il y en ait au moins un cette saison? Je vais dire le même nom, Arnaud Delis. Euh, Arnaud Delis, pourquoi? Parce que ça fait 2 années de suite qui me bluffe sur le Newsblad. Bien sûr, on revient toujours avec le gros plateau dans le mur, c'est impressionnant, mais même au-delà de ça, il est très très fort 2 éditions d'affilée. Moi, j'ai bon espoir qu'Arnaud Delis passe encore un petit step cette année. Et donc, tout me porte à croire qu'il peut gagner le Newsblad. Et donc, finalement, la première Flandrienne serait déjà gagnée par un Belge, Mhm. et donc par Arnaud Delis. Oui, je te rejoins là-dessus. Pour moi, il y avait deux réponses vraiment sécurité, c'est Arnaud Delis et Wout van Aert. Je pense quand même que Wout van Aert va en gagner une des deux. Donc, s'il gagne la deuxième comme cette année, bah, peut-être qu'Arnaud Delis pourra lui griller la priorité. Mais je vais quand même dire Van Aert. Et j'ai quand même envie de mettre une petite réponse bonus hors sécurité, c'est Lorenz Rex sur Kuurne Bosenkuurne. Pourquoi pas? Oui, je trouve intéressant. On rappelle qu'il a gagné le Samin, qui est Mhm. finalement la plus flandrienne des courses wallonnes, comme on a l'habitude de le dire. Euh, un Tim Merlier, selon vous, c'est quelqu'un, on l'a déjà vu par le passé, qui peut facilement remporter des Flandriennes. On l'a souvent vu sur la Nokkere notamment, dont le final va changer cette année-ci. Ce sont toute une série de courses qui arrivent peut-être déjà en deuxième partie de Mhm. printemps des Flandriennes. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un Tim Merlier grandisse encore un petit peu et vienne s'imposer sur une des deux classiques d'ouverture flandriennes? Pour moi, pas sur les classiques d'ouverture, parce que j'ai quand même l'impression que ces dernières années, elles s'emballent trop vite et trop fort pour lui. Qu'il y a un petit peu trop de dénivelé, d'animation pour qu'il puisse tenir jusqu'à la fin. Ouais, je suis Ouais. assez d'accord. En fait, ce qui pourrait avantager Merlier, c'est que finalement, avec je vais pas dire la faillite, si, pourquoi pas la faillite de son équipe sur les Flandriennes, je pense il va gagner un rôle en vue, il va monter dans la hiérarchie, pardon. Mais je suis assez d'accord avec Alexis, ça me semble quand même trop compliqué sur l'ouverture. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, moi je verrais effectivement bien Wout van Aert fêter son retour assez rapidement par une victoire en compétition et notamment sur les classiques pavés. Et ça m'amène d'ailleurs à la troisième question déjà de cette preview spéciale belge. Wout van Aert va-t-il enfin remporter Hmm. selon vous un monument flandrien, un monument pavé, hein? On parle bien évidemment ici du Tour des Flandres ou de Paris-Roubaix. C'est dur à dire. Compliqué. C'est dur à dire parce que je pense qu'il va suivre le même programme que l'année dernière et il était très confiant dans ce programme-là. Il se disait plus fort que jamais. Donc, qui sait, imaginons qu'un Pogacar soit un petit peu moins préparé sur les Flandriennes qu'il y a 2 ans. On pourrait l'imaginer accroché en Van Der Poel à un Pogacar et venir
sprinter pour la victoire au round, j'y crois pas trop. Par contre, à Roubaix, moi j'y crois toujours, hein. Si la poisse le laisse tranquille, je pense quand même qu'il peut être le plus rapide sur les pavés. Maintenant, il y a toujours le problème que Philipsen et Van Der Poel sont dans la même équipe et que à deux contre lui, ça risque de lui poser problème. Donc il devra pouvoir compter aussi sur une grande équipe et notamment un grand Christophe Laporte pour pourquoi pas venir embêter Philipsen dans sa chasse et laisser Van Aert soit seul devant, soit avec Van Der Poel à deux pour le régler au sprint. J'ai presque rien à ajouter. Je vais juste être un tout petit peu plus catégorique sur le run. Ouais, j'y crois Ouais. pas, même du tout, du tout. Mais sur Roubaix, Alexis a tout dit. C'était exactement ce que j'aurais dit. Mais j'y Oui. crois pas du tout non plus parce qu'il y a Pogacar. Je le crois capable de suivre Van Der Poel s'il roule intelligemment et s'il est vraiment à 110%. Mais Pogacar, j'ai quand même l'impression que c'est trop fort sur le vieux Quarmont. Ouais, ouais, ouais. C'est mon sentiment aussi. Peut-être juste rajouter une chose, c'est que Wout van Aert l'a dit après sa chute sur la Vuelta en fin de saison dernière. Il a pris un coup au moral, mais après voilà, du temps passé en famille, il s'est remobilisé et plus que jamais réaffirme son envie de claquer un monument, Mhm. enfin les deux monuments flandriens avant la fin de sa carrière. Et donc on peut imaginer qu'effectivement il va être focus sur cet objectif cette saison-ci. Et donc on espère pour lui évidemment qu'il pourra en gagner une. Et j'opterai effectivement davantage pour Roubaix, dans la mesure où effectivement, je crois aussi que pour le Tour des Flandres, c'est passé. Il y a d'autres coureurs qui sont plus forts que lui sur ce type particulier d'effort. Euh, Pogacar, Van Der Poel, alors que sur effectivement une course comme Roubaix, il est capable de la gagner. Si jamais, voilà, Wout van Aert ne remporte pas un monument flandrien, est-ce que vous voyez un autre Belge être en mesure de remporter une de ces deux courses en particulier? Ça a été répondu par Alexis dans la réponse sur Van Aert. Si c'est pas Van Aert pour Roubaix, ça pourrait être Philipsen, évidemment. Exact. Philipsen, en fait, c'est différent parce que Van Aert, il peut gagner en étant le plus fort. Philipsen, je crois pas qu'il peut être plus fort que Van Aert ou Mhm. Van Der Poel, mais il peut profiter du jeu d'équipe. Et Tout à si le fait. jeu d'équipe, c'est Van Der Poel, Van Aert devant et que Van Der Poel dit moi je relais pas parce que j'ai Philipsen derrière qui est le plus vite et que ça se calme et que on assiste à un regroupement, Philipsen, il a toutes ses chances, hein. Moi, Ouais. Tout à si tu fait. me demandes qui entre Van Aert et Philipsen a le plus de chances, je te dirais 50-50, hein. Je te dirais Ouais, pas ouais, plus pas pour Van loin Aert, de... hein. Je suis pas loin de penser ça aussi. Par contre, sur le round, si Van Aert gagne pas, c'est que Van Der Poel ou Pogacar gagne et aucun autre Belge n'est capable de les suivre. Donc ça, c'est clair et net. Par contre, si Van Aert gagne pas Roubaix, c'est tout à fait possible, comme Damien vient de l'expliquer, qu'un Philipsen vienne gagner. Mais je ne vois pas un autre. Parce que je pense quand même que Philipsen est bien plus fort que les autres Belges sur Paris-Roubaix et un excellent sprinter. Donc il faudrait quand même un gros concours de circonstances pour qu'un un gars soit devant Philipsen, un Belge, je veux dire, hein, soit devant Philipsen à Roubaix. Ouais, ouais, ouais. Et si on élargit un petit peu le spectre, qu'on laisse de côté finalement ces deux monuments, mais qu'on se cantonne malgré tout aux grandes courses flandriennes, est-ce que Van Aert peut en gagner une, ou bien est-ce qu'un autre Belge peut en gagner une? Oui, moi je t'aurais répondu Van Aert tout de suite. En fait, c'est Ouais. exactement ce qui s'est passé, c'est quoi, c'est il y a 2 ans, où Van Aert Mhm. gagne le 3. En fait, si tu adoucis un peu le run, Van Aert il peut gagner. Ouais, tout à fait. L'ancienne version du Rhône, Van Aert en aurait déjà gagné, je pense. Et le 3, ben voilà, oui, moi je pense que on peut potentiellement argumenter que c'est devenu la plus grande Flandrienne derrière les monuments. Et donc si lui va la gagner, ce qui est probable, enfin ce qui est fort possible, alors ce sera lui qui gagnera la plus grande Flandrienne hors monument cette année. Ouais, ouais, ouais. Donc on a compris, Wout van Aert reste a priori la chance numéro un pour le cyclisme belge sur les monuments et de manière un peu élargie sur les grandes classiques pavés. Mais il y a de la concurrence, notamment Jasper Philipsen, on a dit qu'il pourrait profiter du jeu d'équipe chez Alpecin de Sénac. Philipsen, l'année passée, qui avait remporté un autre monument. Cette fois-ci, on Mhm. quitte les courses pavées. C'était Milan-San Remo, la Primavera. C'était un fameux exploit. Est-ce que vous voyez Philipsen ou un autre Belge capable de reproduire cet exploit dès 2025? Ben, je vais un peu répondre de la même manière que pour le Rhône, c'est-à-dire que pour moi, si un Belge gagne Milan-San Remo, c'est probablement que Pogacar et Van Der Poel n'ont pas réussi à s'échapper dans le Poggio. Et que du coup, ça a fini en sprint en petit comité, comme l'année dernière. Une victoire à la Stuyven, par exemple, ça reste possible, mais avec les blocs Alpecin et Lidl Trek qui vont essayer de finir au sprint, ça me paraît quand même fort peu probable. Donc, la seule façon pour qu'un Belge gagne le sprint, ce serait donc, comme je dis, gagne Milan-San Remo, ce serait un sprint en petit comité parce que Pogacar et Van Der Poel n'ont pas réussi à s'échapper.
Et donc, à ce petit jeu-là, ça reste Philipsen, la meilleure carte. Mais d'autres en sont capables aussi, comme de Lee ou Nice. Mais pour moi, la meilleure carte belge à Milan-San Remo, ça reste Philipsen. Si on part du principe, encore une fois, que Van Aert ne sera pas là. Ouais, en fait, le truc avec Milan-San Remo, c'est que c'est tellement imprévisible en fonction de ce qui va se passer. La logique, évidemment, c'est de parler de Van Aert et Philipsen. S'ils sont là, voilà, évidemment, ils l'ont déjà gagné tous les deux. De Lee, il a le profil, mais enfin, bon, il n'a pas fait l'année passée. Il y a 2 ans, ça s'est mal passé. Donc, il doit encore confirmer peut-être sur la distance de cette course. Je ne sais pas. Mhm. Par contre, moi j'ai envie de citer un autre nom. C'est bien que tu aies cité Stuyven parce que je voulais le dire, mais en fait, le problème de Stuyven, en dehors du fait qu'en plus il y a les blocs, c'est que lui il est dans ce bloc. Et moi Oui, je tout à pense fait. que malheureusement, Lidl, ça pourrait être bien hein, de dire il attaque et Pedersen il reste derrière, mais je vois pas Lidl faire ça parce que Pedersen il aura sûrement besoin de quelqu'un pour le ramener si ça a trop attaqué et tout ça. Donc je pense que Stuyven malheureusement va devoir rester pur équipier. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, d'ailleurs, hein. Parce Exactement, et où il qu'on aurait parle, peut-être mieux fait de faire son sprint lui-même. Hein. oui, parce qu'on parle de Van Der Poel à juste titre, mais le dernier relais, c'est Stuyven qui le fait. Il en fait un sacré. Mhm. Mais alors le nom, moi, que je voudrais citer, c'est peut-être étonnant sur cette course-là, mais c'est Maxime Van Gils. Mhm. Parce que pour moi, Ok. s'il y a vraiment un punch et un petit groupe restreint de 5-6 mecs, il peut être dedans, Van Gils. Il a une pointe de vitesse qui est pas dégueu. On l'a vu gagner Ouais, sa course World Tour au sprint, là, en se faufilant. Donc je me dis, sur un malentendu, voilà, Van Gils, j'ai envie de croire que ça pourrait lui sourire. c'est vrai, c'est possible. Oui, on a beaucoup de cartes hein, là-dessus, comme toutes les Mm. autres nations, mais on a beaucoup de cartes. Oui, ça va dépendre évidemment de la start list, hein. On ne sait pas à l'heure actuelle quels seront les, Mhm. les coureurs sélectionnés. Bien sûr, un Van Aert ou un Philipsen, on peut s'attendre à ce qu'ils prennent au départ, quoique on a vu que Van Aert a skippé Milan-San Remo l'année passée pour justement se consacrer Mhm. aux autres monuments qui arrivent par la suite, les monuments flandriens. Mais en dehors de ces deux coureurs-là, évidemment, on ne sait pas encore exactement quels sont les coureurs qui seront au départ à Milan. Euh, Moi, il y a un coureur que j'avais envie aussi d'évoquer. C'est plus pour, je vais pas dire le gag qu'autre chose, parce que voilà, mais un Thibaut Nys est quelqu'un Mhm. qui a du punch, est quelqu'un qui est explosif, qui a un bon sprint. Après, on parle ici d'un monument de près de 300 km. Thibaut Nys, c'est peut-être encore un petit peu jeune. Donc, je pense que si on refait cette preview pour 2026, je citerai Thibaut Nys. Je pense Mhm. que maintenant, c'est encore trop juste, sans compter que ce que vous avez expliqué pour Steven, on l'a aussi pour Naïs, évidemment, où visiblement, et ce n'est pas illogique, l'idée serait de donner le leadership à Jonathan Milan, qui, selon en tous les cas les suiveurs italiens, le prochain Italien qui pourrait gagner Milan-San Remo. Ils ont moins, ouais, le nombre de gars que Lidl Trek peut placer comme favori sur Milan-San Remo, c'est impressionnant. Ouais. Alors, on va refermer ici ce premier bloc finalement du printemps, on va dire flandrien, même si on sait que Lance Rainbow n'est pas une flandrienne, pour aller vers la seconde partie du printemps et ce qu'on appelle communément les Ardennaises, avec eh bien, cette cinquième question de notre preview 100% belge. Est-ce que un Belge est capable de rivaliser Pogacar sur l'ascension du mur de Oui et de remporter cette saison la Flèche Wallonne selon vous? Vas-y, Damien, c'est plus ton territoire. Euh, je vais te dire que non. Maintenant, si tu me demandes, imaginons que oui, et de citer qui, c'est bien que tu aies parlé de Nice. Et c'est bien ce que tu en as dit. Parce que je trouve que la commu vélo s'emballe de fou avec Mhm. Nice. Je peux le comprendre. Et j'ai hâte de voir Thibaut faire des belles courses cette année. Mais j'ai bien aimé que tu parles de la distance. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai répondu sur Twitter à l'un ou l'autre. C'est que il faut pas faire de Neis pour moi un leader sur des courses comme les Ardennaises, même s'il a le profil, parce que c'est une chose de gagner sur des étapes courtes, mais c'en est une autre de claquer des courses d'un jour avec une distance beaucoup plus longue. Je suis un peu allé voir des courses de 200 km, il connaît presque pas. Hein. Mhm. Et alors, bah oui, il a un tel talent que je dis pas qu'il peut pas le faire du premier coup, mais peut-être qu'il faut apprendre d'abord. Donc voilà. Et ici, sur la Flèche Wallonne, c'est pour ça qu'au fait, je veux mentionner Neis pour le potentiel, pour tout ce qu'on en dit, mais c'est pas lui que je choisirais. C'est pas Maxime Van Gils non plus. C'est Lennart Van Eetvelt. Si je dois en choisir un, ce serait Lennart Van Eetvelt. Intéressant. C'est vrai que je suis d'accord qu'on s'emballe un peu trop. Maintenant, j'ai quand même envie de dire que de battre Pogacar, non. Ça, j'y crois pas du tout. Mais en termes de profil et de potentiel, j'ai quand même l'impression que c'est celui qui peut offrir la plus grosse concurrence à Pogacar.
sur un tel effort de 3 minutes, si on suppose que contrairement à l'année dernière, c'est une course extrêmement calme jusque-là. Mhm. Sur un effort de 3 minutes, au punch, il est au-dessus de Van Gils pour moi, il est probablement au-dessus de Van het Velde, et donc ce serait peut-être celui qui peut le plus concurrencer Pogacar. Parce qu'un Van Gils, on a vu, il fait partie du top niveau sur ce genre de course, mais c'est pas suffisant pour concurrencer Pogacar. Maintenant, c'est vrai que Van het Velde, c'est intéressant, et on n'a pas encore vu, et on n'a pas assez d'éléments de réponse, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'il a tout pour venir aussi faire partie de l'élite, mais encore une fois, faire partie de l'élite ne veut pas dire concurrencer Pogacar. Mhm. Ouais, ouais. Oui, moi je serais resté sur Van Gils. C'est vrai que c'est un coureur qui sort de deux belles places sur la flèche, hein, 7e ou 8e, je ne sais plus, en 2023 et 3e l'année passée. Et ce qui m'encourage à penser qu'il est capable de le faire, c'est qu'effectivement, ça fait 2 ans qu'il termine à peu de choses. Il termine à 2, 3 secondes à chaque fois de la victoire parce que il n'a pas ce coup de rein à Mhm. pouvoir remettre dans vraiment le final de l'ascension. On sait que le mur de Huy, c'est une ascension redoutable avec un terrible virage. Et une fois qu'on sort du virage, là, c'est difficile de remettre, d'en remettre une. Et là, l'ascension, enfin le dénivelé, grimpe, grimpe, grimpe et réaccélère. Donc, euh, jusqu'ici, c'était compliqué. Après, on sait qu'il a changé d'équipe, qu'il est dans un autre environnement. Et donc là, je me demande dans quelle mesure c'est peut-être pas ça qui va lui permettre, alors peut-être pas de gagner, mais d'être peut-être ce Belge capable effectivement de suivre Pogacar. Euh, Est-ce- Simplement ici, le dernier Belge qui a remporté la Flèche Wallonne, 2022, c'est il n'y a pas si longtemps, Mhm. Dylan Dylan Teuns. Teuns. Dylan Mhm. Teuns qui a tout à reprouver, c'est ce que je veux dire. Enfin voilà, il doit remontrer des choses dans une nouvelle équipe, hein, Cofidis, qui se bat pour le maintien. Est-ce que vous y croyez à Dylan Teuns sur cette Flèche Wallonne? Non. J'ai longtemps Non, cru, moi, en Dylan Teuns pour plein de terrains. En fait, il est un peu passe-partout en plus. il est fort Mais, partout, hein. mais je crois que son prime, il est passé. Oui. Et puis oui, donc pareil, et si la question c'est lequel est le plus à même de concurrencer Pogacar, encore une fois, ce serait pas lui. Euh, Van Gils, c'est hyper intéressant. D'autant plus que, vous me dites si je me trompe, mais est-ce qu'il n'était pas souvent mal positionné dans les deux Oui, ascensions ou ces deux bonnes places? Est-ce qu'il n'est pas mal positionné en plus? en tout cas l'année dernière, oui, c'est ce que je me suis dit. Mais après, il prend quand même 3 secondes, donc c'est que peut-être oui, mal positionné, il a dû faire trop d'efforts, mais bon, dans le final, comme disait Romain, et ça a quand même pêché. Mais en effet, j'ai le souvenir de m'être dit plusieurs fois, t'es mal mis Mhm. dans cette ascension. Ok. Ouais. Et c'est vrai que c'est là tout la spécificité de la Flèche Wallonne, c'est que c'est une course de côte en fait. C'est un sprint en côte. Quand est-ce qu'on parle du positionnement? Souvent, c'est dans les sprints en ligne. Ici, on est sur un sprint en côte. C'est un cas finalement assez particulier du calendrier et notamment des Ardennaises. Il y a d'autres Ardennaises par la suite qui, elles, proposent un parcours beaucoup plus différent. En tous les cas, on est plus sur des courses d'usure et notamment l'Amstel. On sait que sur une course comme l'Amstel, Tadej Pogacar est intouchable à nouveau. Malgré cela, est-ce que vous voyez un Belge capable de remporter l'Amstel Gold Race ou si Pogacar y est, soit de le battre évidemment, soit d'être peut-être ce dernier coureur à suivre le Slovène? Pas Remco, parce que ça va arriver trop tôt dans la saison. Il est généralement en forme quand il revient, mais là, il l'a dit encore aujourd'hui, c'est 100% Tour de France. Donc voilà, il a quand même une grosse blessure. Il dit qu'il lui faut 4 mois pour se préparer à un grand tour et que donc, oui, il veut participer aux Ardennaises, mais que ça fera partie de sa préparation. Donc pour moi, non, ce sera trop tôt pour lui. Maintenant, on reste sur les mêmes noms, hein. Van Gils et Van het Velde. Peut-être même encore plus Van het Velde pour moi. Mais Damien, je pense que Eh, tu c'est auras envie d'en marrant parler. ouais, c'est marrant parce que moi j'aurais donc j'ai mis Van Velde sur la flèche et sur l'Amstel je mettrais plus vite Van Gils par contre. Ouais, Ce qui est ouais. pas très malin en soi parce que je me dis Van Gils il a une bonne pointe de vitesse et je réfléchis en même temps que je vous parle, Van Velde a une très bonne pointe de vitesse. Mhm. Donc oui, j'aurais pu rester sur Van Velde mais je sais pas, je vois Van Velde en fait, je sais pas pourquoi, si, parce que c'est le profil le plus grimpeur, et donc dès qu'il y a du plus gros pourcentage, j'ai tendance à penser Van Velde. L'Amstel, ça s'adoucit un peu, et là, j'ai plus tendance à penser Van Gils, d'autant plus que c'est une course plus sur la résistance, et que Van Velde est peut-être encore un peu jeune, manque peut-être plus de caisse par rapport à Van Gils, donc tout me porterait plus vite vers Van Gils sur l'Amstel, en fait. Ouais, mais Ouais. il y a quand même du dénivelé parfois à l'Amstel, hein, et Oui, quand on bien voit ce qu'il a. sûr. Enfin,
Bah oui, Van Gils a montré, comme je disais, il fait partie peut-être du top 5. Enfin, il peut prétendre au top 5 sur cette course-là, mais encore une fois, je le vois pas. Il y a un palier, quoi, entre lui et Pogacar. Oui, évidemment, je ne l'ai pas répondu à ça, mais évidemment, hein, Ouais. je l'imagine pas une seule seconde battre Pogacar. Et je pense que Van Velt a plus de potentiel encore que Van Gils. Mais ça reste à prouver, en effet. On l'a vu sur la Classicoa, il était monstrueux, mais c'est vrai qu'il y a plus de dénivelé, pas plus de pourcentage. Donc Mhm, ça reste à nous prouver, il reste à nous prouver ce qu'il vaut sur une course comme l'Amstel. mhm. Ouais, ouais, ouais. Et en l'absence du coup de Pogacar, admettons que le Slovène décide de passer cette course. On a dit Van het Velt, Van Gils. Évidemment, sans le Slovène, ça ouvre des possibilités dans un monde où le Slovène n'existe pas. Est-ce qu'il y a un autre Belge, selon vous, qui peut venir faire quelque chose sur cette course d'usure qu'est l'Amstel Gold Race? Alors, on pourrait encore reparler de Nice, Ouais, c'est ça. évidemment, mais ouais, Il y a un Van non. Sevenant, mais encore une fois, est-ce qu'il va aller gagner? Je pense pas. Un Benoît, pareil. Mais donc, on a le luxe d'avoir 5, 6, peut-être même plus Belges qui peuvent aller viser un top 5. Maintenant, victoire, c'est peut-être un petit peu juste, mais des Van Velt ou Neyes dans le futur, pour moi, on peut l'espérer. Ouais, ouais. Alors, bah, la reine des Ardennaises, elle se situe un petit peu plus bas sur la carte, du Mm. côté de Liège, la doyenne Liège-Bastogne-Liège, qui semble promise à Pogacar à nouveau, ou à Remco Evenepoel, double vainqueur aussi, on le sait. Alexis, tu l'as abordé. On sait que le Belge va mettre sa saison, tout l'accent de sa saison sur le Tour de France. On sait aussi que sa chute durant l'entre-saison, ben forcément, va retarder sa préparation. Et donc, il devrait normalement reprendre durant ces Flandriennes, ces Ardennaises, pardon. Néanmoins, est-ce que tu penses que sur ce Liège-Bastogne-Liège, en 2025, Remco Evenepoel est capable de suivre Tadej Pogacar? Non, pas du tout. Je réitère tout ce que je Ok. viens de dire en fait, hein. Et surtout que, comme je dis, c'est trop tôt. Et est-ce que Remco est capable dans l'absolu, parce que Remco, on sait, c'est un battant, c'est un gagnant, c'est quelqu'un d'extrêmement fort. Il va, je pense, dans l'absolu, il va, ou il est en tout cas capable de venir réduire le gap qu'il y a entre lui et Pogacar. Mais en Tour de Lombardie, il prend 3 minutes sur Pogacar. Et est-ce que là, en sortie de blessure, en reprise, il est capable de venir boucher ces 3 minutes sur Pogacar? Jamais de la vie. Il faudrait qu'un Pogacar soit, lui, beaucoup moins fort que sa version 2024 pour que ce soit possible. Moi, ma première réponse d'instinct, comme ça, à chaud, c'était non, ça va, il peut pas. T'as d'autres questions, on va pas. Mais je vais vous rappeler un truc que je me suis promis à moi-même, c'est de ne plus jamais douter de Remco. Oui. Donc, je vais continuer à dire non, mais en nuançant beaucoup plus, en me disant, et pour être très sérieux ici, euh, gagner, je crois pas. Mais comme tu dis, Alexis, réduire le gap, je crois, parce qu'en fait, je pense que la marge de progression est plus grande chez Remco Oui. que chez Pogacar. Bah, Donc, en théorie, je dis bien en théorie, l'écart, il peut faire que se réduire. De là à dire mhm. qu'il peut combler le trou aujourd'hui ou même plus tard, on n'en sait rien, peut-être pas. Mais puisque je me suis promis de plus douter, bah, on ne sait jamais. Ouais. Ouais. Peut-être un élément aussi, c'est qu'effectivement, contrairement à Pogacar, Remco n'aura pas le printemps des pavés dans les jambes. Et donc là, on peut imaginer que sans parler ici de pic de forme, parce qu'on sait que le Slovène a un pic de forme qui commence en mars et se termine en octobre, mais sans parler donc de pic de forme, est-ce qu'on peut imaginer justement que cette fraîcheur puisse profiter à Remco bah, de nouveau, allez, peut-être pas pour battre Pogacar, mais pour réduire l'écart. Et on imagine Pogacar peut-être démarrer dans la redoute, Remco être capable de basculer à une dizaine de secondes derrière le Slovène, une dizaine de secondes devant un groupe composé des outsiders derrière, et maintenir là cette distance en perdant un petit peu de temps sur Pogacar, mais en gagnant du temps autrement dit, en refaisant finalement ce qu'on a pu, tu disais Alexis, voir sur le dernier Tour de Lombardie. Oui, ça c'est possible. Mais en fait, c'est impossible d'y répondre à cette question parce qu'on ne sait pas où se situera Remco. Mais un bon Remco peut mettre la même misère que Pogacar lui met à lui aux autres. Tu vois? Mhm. Ça oui. Mais je sais pas. Encore une fois, on n'a pas assez d'éléments pour y répondre. Et je pense que Remco, comme disait Damien, j'y reviendrai plus tard, il a une marge de progression, pardon, qui est encore énorme.
Et je pense qu'il va tout faire. Il a comme objectif de réduire l'écart avec Pogacar, il va y arriver. Je dis pas qu'il va le rattraper, mais il va sérieusement réduire l'écart dans sa carrière. Mais voilà, là, moi, je vais être catégorique, j'y crois pas du tout sur Liège-Bastogne-Liège en 2025. Sauf si, en effet, Pogacar n'est que l'ombre de lui-même, parce que fatigué, parce que pas Liège comme objectif principal ou autre. Ça, c'est possible. Oui, on parle souvent de la culture de l'instant. C'est vrai que au moment Oui, où on parle ici, on a encore évidemment cette saison stratosphérique de Pogacar dans les têtes et on ne sait pas ce que va nous réserver ce début de saison 2025. Donc voilà, sur papier, compte tenu de ce qu'on a c'est pu voir ça. ici en 2024, c'est ce qu'on aurait effectivement Ouais. Mais une envie année de n'est pas dire. l'autre, ça, chaque année nous le prouve. Tout à fait. Alors, une année n'est pas l'autre. Pourtant, chaque année, on voit quand même des coureurs belges régner sur le sprint mondial, même si on a pu le voir l'année passée. D'autres nations ont également de très bons coureurs, voire le meilleur sprinter du monde, hein. On sait que du Bon. côté de l'Italie, de nouveau, Jonathan Milan, on l'évoquait tout à l'heure, est un coureur qui vient ici on peut le dire, hein, faire un peu d'ombre aux sprinteurs belges. Néanmoins, pour refermer ici le chapitre des Ardennaises et ouvrir un autre chapitre plus général, quel est, selon vous, le sprinter belge qui sera le meilleur sprinter de l'année? Donc, je ne parle pas ici de meilleur sprinter sur l'ensemble du peloton. On est toujours sur cette preview 100% belge. Donc, qui sera finalement, de manière plus simple, le meilleur sprinter belge en 2025? Moi, je vais te répondre sur l'ensemble du peloton. Parce que le meilleur sprinter belge sera le meilleur sprinter du monde et ce sera encore Tim Merlier. Maintenant, je précise juste que je parle en vitesse pure. Mhm. Ici, Oui. j'exclus toute question de polyvalence, etc. Je parle vraiment championnat du monde des sprinteurs, route très large, on fait un sprint, les gars, tout plat. Je reste sur Tim Merlier. Ouais. Je vais te suivre là-dessus. Philipsen, c'est un sprinter et c'est un excellent sprinter. Mais Philipsen, il rêve de classique, là où Merlier, il rêve de Tour de France. Donc je pense que la tendance qu'on a vue en 2024, elle va se confirmer et que Philipsen va plus se concentrer sur les classiques et Merlier va confirmer qu'il est meilleur au sprint actuellement que Jasper Philipsen. Ouais. Petite question annexe. En quoi, selon vous, Tim Merlier est finalement meilleur qu'un Philipsen, est plus fort peut-être aussi qu'un Jonathan Milan ou autre, puisque tu l'as dit, Damien, tu verrais bien Tim Merlier être le meilleur sprinter belge, qui serait par ailleurs le meilleur sprinter du peloton. Alors, du monde par rapport à Milan, honnêtement, c'est un peu une taquinerie. Je les vois plus ou moins ex Mhm. aequo. Maintenant, avec Philipsen, je pense qu'effectivement, comme Alexis l'a dit, Philipsen, il a encore dit d'ailleurs qu'il vise de plus en plus les classiques. Et je pense que ça se fait un peu au détriment de sa pointe de vitesse pure. Merlier, il a cette giclette. Et tu l'avais dit l'année passée, il a appris quelque chose en plus, c'est se placer. C'est ce qui lui faisait défaut, hein. Merlier, on a l'impression qu'il a totalement explosé. Je suis pas sûr qu'en vitesse pure, il ait tellement progressé l'année passée. Je crois surtout qu'il a appris à se placer et à pouvoir faire les Mhm. efforts au bon moment. Et pour moi, Merlier, une fois qu'il est lancé, c'est quelque chose mais de dingue. On l'a vu plusieurs fois. Il lance des sprints, mais je ne veux pas dire du kilomètre, hein, mais il lance ça de tellement loin. Il a une vitesse folle. Et j'ai pas envie d'utiliser le mot puissance, parce que puissance, c'est Milan, Ok. justement. Mais il a une vélocité, je ne saurais pas l'expliquer. Honnêtement, il n'y a pas quelque chose qui ressort pour moi de Merlier à ce niveau-là, mais quand il est lancé, il est inarrêtable, quoi. Ouais, c'est le plus rapide, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est dur à dire parce que l'impression de puissance de Milan, je sais pas. C'est impossible à répondre pour le moment. Je leur donne 50-50 et j'ai vraiment hâte de leur confrontation cette saison. Ouais. Mais un autre coureur qui démontre souvent une très grosse puissance dans les sprints, c'est Arnaud Delis, forcément. Est-ce que vous voyez Arnaud Delis qui est en constante progression? Alors, on sait qu'il a eu un début de saison compliqué l'année passée et qu'il s'est bien rattrapé, qu'il s'est bien repris par la suite. Mais est-ce que vous voyez un Arnaud Delis pouvoir concurrencer Tim Merlier déjà cette saison-ci? Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Damien. Je ne parle pas ici de polyvalence. Je ne parle même pas du palmarès à attendre de ces coureurs en Mhm. 2025. Je parle vraiment d'intrinsèquement le fait d'être le meilleur sprinter parmi tous les noms que l'on cite habituellement ici, au niveau belge et donc au niveau mondial. Non, non, pour répondre à cette question telle quelle, non, je Mhm. pense pas. Arnaud Delis est toujours autant inclassable, mais je pense qu'il peut être le meilleur sprinter du monde quand la course aurait été ultra usante avant ou quand il y a plus de 3% sur la ligne d'arrivée, elle est plus de 5%, on va dire. Mais en vitesse pure, non, je pense qu'il n'est pas et il ne sera jamais le meilleur sprinter du monde. Exactement, ce que j'ai bien aimé, c'est ce que tu dis avec la pente. Même si la course n'est pas dure, effectivement, si le Mhm. sprint est au plat montant, enfin voilà, les pourcentages, tu les as évoqués,
Là, je pense qu'il peut être le plus costaud. Sur du sprint plat, c'est vrai qu'il a une puissance énorme. On l'a déjà vu faire des sprints de dingue parce qu'il est Ouais. mal placé. Il y a la puissance. Attention aussi, quand on part de derrière, on est souvent impressionné. Ils sont inspirés aussi, les mecs qui sont derrière, hein, par Ouais. rapport à ceux qui prennent le vent. Donc ça, il faut toujours relativiser. Mais quoi qu'il en soit, quand on parle, moi je parle de sprint pur, oui, mais quand même, il faut quand même toujours mettre le placement. Et Arnaud, Ouais. je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas un sprinter pour moi. Et le placement, je crois que même s'il va progresser, il va prendre de l'expérience, je crois qu'il n'aura jamais ça. Et d'ailleurs, je pense que il va faire des sprints, mais moi je crois qu'il rêve des classiques. Je crois pas que c'est un mec qui va se focaliser sur le sprint. Alors pour peut-être terminer avec ces sprinteurs, quoique, si Hum, vous deviez cette fois-ci plutôt, non pas donc forcément donner le meilleur sprinter, on a compris, c'est Tim Merlier numéro 1, mais s'il fallait faire une hiérarchie, Merlier numéro 1, Philipsen numéro 2, et qui Oui, mettez-vous en numéro 3? Vous mettez malgré tout de lit, ou bien il y a d'autres coureurs qui, sur vraiment des qualités intrinsèques de vitesse finalement pure, aujourd'hui sont pour l'instant plus rapides, hein, simplement qu'un Arnaud Delis. pour moi c'est Meus. Mais le problème de Ouais, Meus, c'est c'est que possible. c'est 2-3 fois la saison. Enfin, Meus, c'est les montagnes russes. Mais si tu me dis, allez, quand tu vois la manière dont il gagne sur les Champs-Élysées il y a 2 ans, bah, du coup, tu te dis que les qualités intrinsèques, bien sûr qu'il les a. Après, c'est à reproduire plus souvent. Parce que c'est pas une victoire dans un sprint un peu bizarre où il profite. Non, il va la gagner sur un sprint tout à fait Ouais, c'est réglo ça. face aux meilleurs. Donc les qualités, elles sont là. Donc voilà, et peut-être même que devant Deli, bon là j'exagère peut-être, mais le Gerben Tyson d'il y a 2 ans, Ouais. c'était pas mal. Ouais, Ouais, ouais. ouais, j'aurais peut-être tendance à dire Mills aussi, en troisième, même si il y en a d'autres, hein. Tyson, il y a Van Aert aussi, évidemment, en Ah bah oui, vitesse j'allais dire, je l'ai pure, pas cité. Oui, honnêtement. oui c'est vrai, pardon. Mais il est aussi inclassable comme sprinter, hein, mais quand il se prépare pour un grand tour, il fait partie des sprinters les plus rapides au monde, hein. Mhm. Bien, tu m'offres la transition parfaite pour la question numéro 9 de cette preview 100% belge. On reste dans l'univers du sprint, quoique. Sur un grand tour, on sait qu'il y a systématiquement Mario qui sont distribués dans les classements annexes, notamment le classement par points. On avait l'habitude de dire dans les années 90 et 2000 que c'était pour le meilleur sprinter quoi qu'il arrive. Depuis, on va dire l'ère Sagan finalement, il y a une forme de révolution qui s'est amorcée dans ces classements. Et ces classements par points sont à la fois autant le meilleur sprinter que le meilleur baroudeur. Donc du coup, ma question, est-ce que vous voyez un coureur belge être en mesure de remporter un classement par points sur l'un des 3 grands tours de cette saison 2025? Et si oui, lequel? Moi je vais miser sur le le plus beau maillot, hein, pas le plus beau coureur, enfin, j'en sais rien, ça chacun jugera. Philipsen, hein. Philipsen sur le Tour, évidemment. Ouais. Philipsen sur le Tour, il y a 2 ans, il remporte en surclassement. Je voudrais quand même rappeler que l'année passée, s'il n'est pas déclassé, c'est lui qui est maillot vert, hein. Alors évidemment, avec des si, on dit ce qu'on veut, hein, mais je sors ça juste pour montrer que finalement, malgré le fait qu'on a l'impression, et on le dit nous-mêmes, qu'il a un peu perdu, ça reste le profil idéal. Alors évidemment, est-ce que on peut tourner les questions de différentes manières? Est-ce que Philipsen a plus de chances de prendre le maillot vert sur le Tour que Van Aert? Je ne sais pas s'il fera la Vuelta, mais comme il était parti sur la Vuelta, ben non, alors Mhm. Van Aert a plus de chances, mais la concurrence n'est pas la même. Donc moi, si tu me dis vraiment avec de la grosse concurrence, pour moi, ça reste Philipsen le meilleur sprinter d'un classement à points, on va dire, au niveau belge. Ouais, donc, ça dépend quelle est la question. Si la question c'est quel Belge, potentiellement pluriel, vont gagner un maillot à points cette saison, je veux dire oui, Philipsen sur le Tour de France. Et puis j'aimerais aussi parler d'un petit gars dont je parle assez rarement, c'est Wout van Aert sur le Giro. Parce que pour moi, s'il fait le Giro, il a encore dit à Sporza qu'il a beaucoup aimé le fait d'être libre sur un grand tour. Je pense qu'il voudra faire le même programme que l'année dernière. Donc s'il va sur le Giro, il ira pour le cyclamen. Et il sera le premier Belge à aller remporter un maillot à points cette saison. Il est Ouais, prometteur, ouais. hein, ce petit gars-là, je crois. On en entend parler de Ouais, temps en temps. j'espère qu'il va pas nous décevoir trop souvent. Oui, même si sur le Tour d'Italie, et là je te rejoins, tu parlais Damien de plus beau maillot pour Oui, Philipsen oui, au bien sûr. Tour. Ah non, le cyclamen est Mhm. d'un J'avoue. ton bien. Mais là on a effectivement la mode italienne qui vient se mêler à la chose, et donc voilà, il n'y a pas photo. Mais par contre, maintenant, allez, blague à part, c'est que sur le Giro, on s'attend à ce qu'il y ait notamment un Milan qui vient jouer les Mhm. sprints massifs, qui vient remporter, enfin qui vient tenter de remporter ce maillot, là où un Van Aert va peut-être être pris entre deux chaises, entre d'une part
prendre des victoires d'étape, mais aussi sur des étapes plus compliquées, qui offrent moins de points, et donc Ça. délaisser un peu les sprints. Mais pourquoi pas aussi, et tu l'as dit, s'il est là comme leader, pourquoi pas aussi viser un classement général. On se rappelle que même si ça avait été un peu balayé, mais sans vraiment le faire officiellement par Marijn Zeeman, qui était à l'époque le grand patron de Visma, hein, Marijn Zeeman qui est parti vers le football aujourd'hui, donc il n'est plus chez Visma Lease a Bike. Néanmoins, beaucoup de voix, et pas que chez les simples suiveurs que nous sommes, s'élevaient pour dire est-ce que Van Aert n'irait pas se tester une fois sur un classement général sur un grand tour? Pas pour le gagner, mais pour aller faire, pourquoi pas, un top 5, voire mieux. Est-ce que c'est envisageable pour vous? Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, pardon, parce que c'est pas clair, mais en fait, j'y crois pas trop sur les deux aspects. J'y crois pas trop qu'il soit capable et j'y crois pas trop que ce soit son envie et son ambition. Et tant qu'on y est, je vais rajouter un troisième, j'y crois pas trop, c'est que j'y crois pas trop que Visma le mettrait lui en tant que leader. Je connais pas encore le programme, j'espère que Hütte Brooks sera le leader sur le Giro. Oui, en fait, ils ont assez de leaders maintenant de grand tour, enfin, de leaders potentiels en grand tour que pour mettre Van Aert. D'autant plus qu'on ne connaît pas encore le parcours. L'année passée, on se disait, tiens, un parcours pas trop montagneux, pourquoi pas, même si après coup, ça aurait été trop montagneux pour lui. Donc non, moi, j'y crois pas, et qu'il se concentre sur les Flandriennes. Ça sera très Ouais, bien ouais. comme ça. Mais par contre, on a vu Van Aert aussi faire de belles apparitions sur des courses étapes d'une semaine, notamment une année sur Tirreno Adriatico. On passe à la question suivante. Est-ce que vous voyez un Belge être en mesure de remporter une course par étape? Et dans un premier temps ici, on va parler de courses étapes d'une semaine. Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, Tirreno Adriatico, le Tour de Catalogne. Il y en a beaucoup, des très belles souvent aussi. Les Belges, ils brillent souvent, mais gagnent rarement, mais ils gagnent parfois. Est-ce que parmi toutes les pépites aujourd'hui que compte le peloton belge, est-ce qu'il y en a un qui va émerger cette année encore, pourrait-on dire, au niveau de ces courses d'une semaine? On a le vivier pour, clairement. Ouais, Moi, instinctivement, j'ai pensé à une récidive, un coup double de Lennart Van Eetvelt sur l'UAE Tour, mais on ok. parle d'une présence de Pogacar. Du coup, j'ai pensé à la Catalogne parce que visiblement, l'auto aura un programme assez léger et ira en Catalogne, mais on parle également de Vingegaard et de Roglic en Catalogne. Donc, pourquoi pas Lennart Van Eetvelt en Romandie ou sur un plus petit tour. Remco, je suis pas sûr qu'il fera beaucoup de courses par étape d'une semaine. Et on en a d'autres, hein, un Kian, mais lui, il n'a pas assez de punch ou de capacité de couleur pour aller remporter une course à étapes. Donc, je pense au final que notre meilleure chance cette année sera encore une fois Van Eetvelt. Instinctivement, Remco et Lennert. Et après, Ouais, je réfléchis. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur Kian. Kian, c'est le mec de classement bien positionné, mais gagner c'est une course ça. d'une semaine, surtout s'il y a un chrono, et il y en a souvent, bah, c'est impossible après de rattraper le débours. Donc C'est voilà. ça. Euh, D'ailleurs, si on pensait à un troisième sur ce type de course-là, eh ben, je crois, alors il va falloir qu'il nous donne une revanche par rapport à l'année dernière, mais j'irai plus vite citer à Van Wilder qu'un Ouais, Kian Ouais. Brooks, qui a des qualités aussi, qui sait rouler. Mais c'est marrant parce que tu as cité toutes les courses et j'allais justement dire, quand on parle course par étape, on pense toujours à ces courses-là. Bien sûr. Mais Tim Wellens, il est double tenant du Renewy. Il a déjà gagné le Tour de c'est Wallonie, il a vrai. déjà gagné des classements de course par étape, il sait faire, hein, Tim Wellens. Oui, tout à Ouais, fait. ouais. Après, effectivement, les courses sont moins Bien longues, entendu. il y a moins de concurrence au départ. Mais c'est vrai que si on se borne au World Tour, ben effectivement, on a cité l'UAE. Il y a ce tour en Chine dont j'oublie systématiquement le nom de Ganju, hein, si je prononce bien, qu'avait remporté Lennart Van Eetvelt aussi l'année passée. On a déjà vu aussi des Belges briller sur de Pologne au milieu de la saison, qui est ce tour un peu obscur, qui reste malgré tout au niveau World Tour, si je ne m'abuse. Mhm. Mais donc, il y a effectivement des coureurs. Et je te rejoins totalement sur l'idée que, au-delà de Lennart Van Eetvelt, instinctivement, c'est Remco forcément qui vient en tête. Moi, je n'y crois pas trop pour la raison évoquée par Alexis, c'est que dans une saison comme celle-ci, idéalement, il aurait dû avoir une préparation axée exclusivement sur Tour de France. Il va l'avoir, mais avec un retard pris, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas venir prendre du temps sur le vélo sur Paris-Nice. Il va peut-être venir quand même, mais ce ne sera pas pour rejouer la gagne. Et donc, je trouve qu'une saison comme celle-ci aurait pu être idéale pour venir se tester véritablement pour la gagne sur le critérium de Dauphiné, même face à des Pogacar ou des Vingegaard.
Probablement que Vingegaard, s'il fait le Giro, n'y sera pas, alors que Pogačar pourrait y être, puisque Pogačar devrait skipper le Giro. Donc là, il y aura quelque chose de très, très, très intéressant. Et effectivement, le fait d'avoir une préparation qui va être un petit peu bousculée n'est pas forcément le meilleur signe. Même si, et je reviens à ce que disait Damien tout à l'heure, on l'a déjà dit aussi, Remco, il faut jamais en douter, parce que finalement, c'est quand on doute de lui qu'il est le plus fort. Ceci étant dit, on parle de Remco ici. Bien évidemment, si on parle de course à étapes, on parle des grands tours, on pense aux grands tours et notamment au Tour de France. Question suivante, qu'est-ce que vous espérez de Remco Evenepoel sur le Tour de France 2025, tout simplement? Deux choses pour ma part. Premièrement, qu'il confirme être, et de très loin, le troisième meilleur coureur du monde en termes de grand tour, bien devant Roglic et encore beaucoup plus devant tous les autres. Et deuxièmement, qu'il se rapproche de Vingegaard et Pogacar. Damien, tu parlais de progression et de gap à venir diminuer. Quand on voit le gap justement qu'il y a avec Vingegaard et Pogacar sur ce dernier Tour de France, se rapprocher d'eux, ce serait déjà une victoire en fait. Et d'ailleurs, ce gap qu'il y a ne rend pas justice à Remco, parce que si on analyse les chiffres, Remco vient sortir un des meilleurs Tours de France de l'histoire. Euh, en plus de ça, il revenait aussi de blessure l'année dernière, il est encore jeune, donc je pense qu'il va continuer à progresser. Et je pense que du coup, la version 2026 de Remco sera beaucoup plus forte que la version 2025 de Remco. Et si pour une raison ou une autre, Vingegaard et Pogacar ne progressent pas autant en 2026 que ce qu'ils ont fait en 2025, Remco va se rapprocher d'eux, et se rapprocher d'eux sera déjà une victoire, comme je dis. Mhm. Ouais, j'avais trois attentes, tu en as cité deux. La troisième, ça me semble très réaliste, c'est qu'il porte le jaune. Oui. Quand on voit le début de tour, j'espère qu'après le chrono, il sera en jaune. Ce serait cool, même si c'est pas pour gagner à la fin. Ce serait quand même vraiment sympa de voir un Belge capable de gagner un grand tour endosser le maillot jaune. Ouais, Le c'est vrai. quatrième, c'est un... J'y crois moins, mais c'est un espoir un peu fou que j'ai quand même. Je voudrais le voir gagner une étape en ligne à la pédale face aux deux. Alors sûrement Mm. pas une étape de haute montagne, mais une étape un peu accidentée qui lui va pas mal. J'aimerais. J'y crois moyen, parce que le problème, c'est que même sur ce terrain-là, normalement, Pogacar, voilà, il est normalement au-dessus, mais ouais, j'ai envie, si Pogacar est pas trop ogre de fou, que Remco puisse le faire. Mhm. Romain, je sais que j'ai pensé à toi avant de répondre. Je sais que toi, tu vas être déçu parce que ton espérance, c'était de voir Remco venir faire peut-être le show, en tout cas d'enchaîner après le Giro. Finalement, ce ne Mm. sera pas le cas. Donc, tu revois certainement tes Ouais. plans. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve que de nouveau, dans une construction de carrière, il aurait été intéressant pour Remco de pouvoir s'aligner sur le Giro. On sait qu'il a remporté la Vuelta, on sait que son rêve, c'est de remporter 3 grands tours. Et donc, il avait dit, l'idéal serait de gagner tout ce qu'il peut gagner comme objectif, entre guillemets, abordable, pour pouvoir consacrer toute sa fin de carrière sur le Tour de France. Et donc, je trouverais logique qu'il essaie de remporter un Giro le plus vite possible, d'autant si Pogacar et Vingegaard sont dans cette forme et que lui doit encore progresser. Après, comment va-t-il progresser? Forcément, en courant contre ces gars-là. Mais les deux ne sont pas incompatibles. On peut très bien effectivement faire un Giro pour la gagne et venir se frotter à ces deux-là, d'autant que, tu l'as dit, enfin vous l'avez dit, il doit confirmer, alors pas qu'il peut gagner, mais qu'il est bien le troisième larron. Et il l'a fait de façon assez nette l'année passée. Hein. Je pense qu'il termine avec tout près de 10 minutes. Je pense qu'il est à 9 minutes et quelques secondes de mieux que le quatrième qui était Almeida. Donc voilà, je pense qu'il n'aurait pas eu grand-chose à perdre que de se contenter, entre guillemets, d'une troisième place, de viser une troisième place sur le Tour tout en faisant le Giro. Après, on sait ce qui est advenu de sa chute et qui remet en cause sa préparation. Il hésitait à ce moment-là, c'était envisageable. Donc voilà, on va pas refaire l'histoire. Mais donc, effectivement, ça reporte tous ses espoirs sur le Tour de France. Et là, de nouveau, je vais revenir sur ce que vous avez dit. On ne sait plus trop à quoi s'attendre avec Remco, tellement il nous surprend quand on le croit en difficulté. Et je vais me mettre à rêver un peu plus. Euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. S'il pouvait terminer deuxième, c'est-à-dire battre sur un classement général d'un grand tour un des deux super favoris,
ça ferait de Remco un des super favoris aussi. Et Mhm. donc, ça, ce serait, je ne vais pas dire une apothéose, parce que l'apothéose serait quand il aura battu, évidemment, les deux favoris. Mais là, on serait vraiment sur quelque chose d'assez énorme, comme il l'avait été, je trouve, sur la Vuelta en 2022, où très sincèrement, on était très peu à le voir. Enfin, moi, je ne le voyais pas s'imposer. On s'est dit que ça allait rater. Il a réussi haut la main. Et on aura beau dire, oui, mais c'est parce que machin est tombé, etc. Je vous rappelle que Roglic tombe parce qu'il est acculé, il est à 2 minutes derrière, et donc il doit le faire. Petite parenthèse. Et puis l'année passée, troisième, c'est ce que tout le monde disait, il doit faire troisième, on lui met la pression, mais est-ce que c'était vraiment réaliste? À plus avec la chute, et il a confirmé de la plus belle des manières. Donc ici, je me dis, s'il continue à progresser aussi vite, est-ce que c'est si fou de se dire qu'il pourrait rivaliser avec, peut-être pas les deux en même temps, mais avec un des deux, et d'avoir soit un Pogacar, soit un Vingegaard qui terminerait évidemment avec 5 minutes d'avance sur son dauphin, mais d'avoir là une course, une réelle course cette fois-ci pour la deuxième place. On y a presque cru l'année passée pendant une autre étape quand on a cru Remco être en mesure de pouvoir reprendre du terrain sur Vingegaard. Bon, le Danois avait remis les choses au point par après. Mais donc voilà, serait intéressant de voir ça. Je voudrais juste te corriger sur un petit truc et te poser une contre-question. Ouais. D'abord, te corriger sur un petit truc. Roglic, il tombe aussi parce que c'est Roglic. Il faut, voilà. Ah oui, oui, oui. Ici, c'est juste pour le taquiner un petit peu. Non, C'est Visma. oui, C'était Visma. C'était c'est Visma. ça. Non, la contre-question, c'est, tu dis c'est un peu fou. Oui, parce que moi aussi, je le mettrais troisième, mais est-ce que tu as envie d'y croire quand tu sais que Vingegaard va doubler? Parce Oui. que finalement, Pogacar a doublé facilement, mais bon, ça ne doit pas devenir la norme. On ne doit pas se dire que Ouais. ça ne fait rien du tout de faire le Giro avant. J'aurais envie d'y croire, sauf que je me dis que, alors il n'avait pas doublé, mais en sortant d'un pneumothorax et avec 3 semaines de rouleau ou de quelques sorties dans son village natal, très bien mises en scène par l'équipe Visma, Vingegaard a quand même assommé, il faut le dire, hein, Remco. Remco a rivalisé, mais voilà, il y avait cette dernière marche, enfin cette avant-dernière marche qui était trop importante à cette époque-là. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. Est-ce que j'y crois réellement? Non. Mais, comme je le répète, je- quand j'ai envie d'y croire mais que je n'ose pas y croire, à chaque fois je me fais bluffer par Remco. Donc j'ai envie d'y Mhm. croire et je me dis, allez, cette fois-ci, Ouais. il est capable. Il est capable, Mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire, hein. n'y crois pas trop, hein, du coup, comme ça, Remco va pouvoir nous surprendre. Ouais. Le problème, c'est que Tout ça à fait. dépend tant de lui, enfin de sa progression, que de celle des autres. Si les autres continuent à progresser comme ils font depuis 3 ans, ça va être compliqué. Mais s'ils stagnent pour une raison ou une autre et que Remco continue à progresser, là, je vais commencer à y croire aussi. Alors, on va rester dans l'univers des grands tours. On l'a bien compris, Remco est tout à fait en mesure de venir faire une troisième place au Tour de France. Bah, une question toute simple. Est-ce que, selon vous, c'est Remco Evenepoel qui sera amené à faire la meilleure performance belge sur un grand tour en 2025? Eh bien, non. Je vous Et surprends pourquoi? peut-être, hein, parce qu'il existe une fabuleuse coureuse, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas, Ah. Lotte Kopecky. Non, alors ici, évidemment, je triche un peu, mais bon, voilà, on va quand même mentionner, on fait un épisode spécial belge, on a peut-être celle qui est la meilleure au monde, évidemment qu'on va quand même la mentionner. J'ai attendu longtemps, vous avez vu, parce que dans toutes les questions, j'aurais déjà pu Bah oui, répondre Lotte Kopecky, hein, et j'ai c'est rongé mon ça. frein, là. La Non, meilleure mais du coup, Flandrienne, oui, meilleure Flandrienne, tout. concurrencer Qui va gagner la plus Pogacar. grande Flandrienne? Qui va gagner? Qui peut concurrencer Pogacar? Oui, on ne sait jamais. Comme dirait Arnaud Delis, sur un malentendu, peut-être que Tadej peut la battre, mais C'est ça. sinon, non. Mais du coup, blague à part, j'ai à nouveau une contre-question. Kopecky, top 5 d'un grand tour, bah, je vais pas dire que ça semble presque écrit, mais il y a 2 ans, elle était deuxième du tour. L'année passée, elle est deuxième du Giro. Est-ce que, la vraie question pour moi, c'est est-ce que Kopecky peut gagner un grand tour? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Écoute, c'est marrant que tu en parles parce que j'entendais tout récemment une interview de sa part dans laquelle elle racontait que en faisant deuxième du Giro, si je ne m'abuse, elle a fait aussi deuxième du Tour de France femmes Mhm. il y a 2 ans. Ça montre qu'on est capable de gagner un grand tour si on modifie un peu son entraînement. Ça ne veut pas dire en revanche qu'on va gagner un grand tour. Je pense que Lotte Kopecky est une coureuse fantastique. C'est peut-être la meilleure de sa génération chez les femmes, encore meilleure que finalement les filles qui gagnent pour l'instant des grands tours. Après,
elle a, je pense, un gabarit qui est compliqué d'amener tout en haut des plus hauts cols, que ce soit sur le C'est Tour de ça. France, la Vuelta ou le Tour d'Italie. Donc, je ne dis pas qu'il faudrait une concurrence moins forte pour qu'elle gagne, mais je Plus un pense parcours qu'il va moins. falloir changer, je ne vais pas dire radicalement, mais en tout cas très fortement son approche alors du métier, parce qu'elle a besoin d'avoir ce gabarit si elle veut continuer à rayonner sur les Flandriennes, sur toutes les courses. Mais c'est clair que dans le peloton féminin, à l'heure actuelle, c'est peut-être enfin, la seule. Elles sont quand même plusieurs. Il faut reconnaître que le vélo féminin est beaucoup plus homogène finalement. Mais c'est peut-être celle qui est la plus en mesure de gagner toutes les courses Mhm. du calendrier World Tour. Ouais, rien d'autre à ajouter par rapport à la réponse de Romain. C'est plus une question de parcours que d'entraînement, en fait, hein. Enfin, c'est les deux. Ouais, là, en effet, peut-être même plus qu'un gabarit, une morphologie qui ne lui facilite pas la tâche sur les très très longs cols. Donc plus le parcours va être montagneux, plus ça va être compliqué pour elle face aux meilleures grimpeuses du monde. Maintenant, avec un parcours un peu moins montagneux, avec que des étapes qui lui conviennent et des contre-la-montre, elle peut toujours espérer. Si elle fait deuxième, en effet, c'est que il y a quelque chose à aller espérer. Mais c'est peut-être plus une question de parcours que d'entraînement, même si évidemment l'entraînement doit venir avec aussi. Mais c'est Ouais. ça. En fait, moi, je me dis que ça dépend où elle va aller. D'abord, je vais reparler de concurrence plus que de parcours. C'est que on dit on a la meilleure du monde. Il y en a deux des meilleurs du monde. Vollering, quand même, c'est incroyable. Et Vollering sur les grands tours, ça me semble pas battable par Kopecky, pour les raisons que vous Mhm. avez évoquées. Maintenant, si elle fait pas le même grand tour que Kopecky, est-ce qu'il y a une autre fille qui est assurément devant? Je suis pas sûr. Elle tombe peut-être encore dans une, je sais pas comment le cyclisme féminin va évoluer, mais peut-être dans une époque qui est encore belle pour elle, dans le sens où les courses sont encore relativement courtes, avec pas trop d'étapes de montagne. Parce que Ouais. inévitablement sur les étapes de montagne, elle va perdre un petit peu. Elle a été incroyable sur l'UAE Tour aussi l'année passée, mais c'est l'UAE Tour et c'est une montée roulante. Donc je pense que si le cyclisme féminin tend à aller de plus en plus rattraper ce que font les hommes et de plus en plus d'étapes de montagne, etc., là, elle finirait par n'avoir aucune chance. C'est Pour ça. l'instant, elle est encore dans une fenêtre où ça pourrait encore lui convenir, comme vous avez dit, si le parcours est pas trop dur et si t'as pas une superstar comme Vollering qui est au départ, quoi. Ouais. Bah, justement, c'est que Remco Evenepoel et Lotto Kopecky, ce sont les deux derniers Belges qui sont montés sur un podium de grand tour. Peut-être si on s'éloigne entre guillemets de la victoire, voire du podium, et qu'on envisage le top 5, est-ce que vous voyez d'autres coureurs ou coureuses, pourquoi pas, hein, belges capables de monter sur enfin pas sur un podium du coup, oui, peut-être sur un podium, ou en tout cas dans un top 5 de grand tour en 2025? Damien, tu hoches Évidemment, la tête. oui, ouais, je vois qu'Alexis réfléchit, donc je vais lui Vas-y. griller la politesse. Ben oui, évidemment, puisque je voyais Kian Brooks capable de faire un podium sur le Giro l'année passée. Je vois pas pourquoi, après une saison qui était délicate pour différentes raisons, je changerais totalement d'avis. Et en plus, tu me parles de top 5. Il n'était pas si mal sur le Giro avant son abandon pour maladie. Je vois pas pourquoi j'écarterais Kian pour un top 5. Donc si, alors j'espère qu'il aura toujours, j'imagine, hein, on parle quand même de Kian Brooks, un des plus grands espoirs. J'espère qu'il aura toujours la confiance de la Visma, parce que l'air de rien, il y a Yates qui est arrivé, qui sera bien sûr équipier pour Vingegaard, mais est-ce qu'il va pas avoir un rôle quelque part? Ah oui, mais non. Depuis le début, j'ai pas pensé. Vingegaard va sur le Giro. Ah oui, ça m'avait échappé. Est-ce que Kian irait sur la Vuelta? On connaît pas encore les programmes. On ne connaît Si pas encore Kian, le programme. ouais, si Kian va faire un grand tour pour lui, en tout cas, clairement pour moi, il peut faire top 5. Et je vais peut-être totalement vous griller la politesse parce qu'ils sont pas 100 000. Je vais quand même parler de Lennart Van Velde parce que son début de Vuelta donnait envie. Il manque peut-être encore un peu de caisse, mais surtout, 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 il va faire le Tour de France. Et Ben je crois oui, pas qu'il va C'est le ça. doubler avec la Vuelta. Et donc, s'il va sur le Tour, bah, c'est non, évidemment. ouais, Ouais. ouais. Bah, j'ai envie de parler de Kian, un top 5, peut-être, bien sûr, mais j'ai envie de dire que je m'en fiche. Parce que Hum, Kian, je vais plus m'attendre à ce qu'il aille gagner un grand tour, pas pour le moment en tout cas. Pourquoi? Parce que les meilleurs rouleurs du monde, enfin en tout cas ceux qui sont les meilleurs en chrono lors d'un Tour de France ou d'un grand tour, sont des grimpeurs monstrueux, sont les meilleurs grimpeurs du monde. Donc mhm. Kian qui va aller gagner un grand tour, j'y crois pas du tout. Et à partir de ce constat-là, en fait, son classement, je m'en fiche dans le sens où j'ai envie de vivre, et je dis ça sans aucune taquinerie ou quoi, j'ai envie de vivre ce que les Français ont vécu avec Thibaut Pinot, c'est-à-dire de suivre un gars qui va faire des étapes monstrueuses en montagne et qui va me faire vibrer, comme Van Aert m'a fait vibrer l'année dernière face à Roglic sur la Volta, ou Kian l'année encore avant sur la Volta encore une fois. C'est ça que j'ai envie de vivre, et au final, il va peut-être perdre son top 5, son podium,
à cause des chronos, mais il va me faire vibrer en montagne et c'est ça que je veux voir. J'aimerais beaucoup, mais t'y crois, Romain? Moi, j'ai pas l'impression que c'est dans le tempérament du garçon. Non, je trouve De qu'autant viser le général, tu veux dire. Kian, non, d'aller justement nous faire rêver. Et, j'ai l'impression que c'est le mec défensif qui va vouloir faire le meilleur classement Oui, mais au final, s'il quoi. fait partie, si jamais il suit, imagine, il suit un, je vais pas dire de nom, enfin, un Pogacar, bon, c'est Oui, oui, enfin, fictionnel, voire utopique, mais même s'il va pas attaquer, tant qu'il le suit et que derrière tu as des Roglic ou des autres qui lâchent, moi ça va me faire rêver quand même, tu vois. d'accord, ok. Je voyais, parce que quand tu as parlé de Thibaut Pinot, je me suis tout de Oui, suite oui, projeté sur des attaques et l'offensive, tout oui. ça. Ok, Non, d'accord, je en vois ce effet, que tu veux dire. Oui, oui, ok, oui, pourquoi pas, alors du coup, effectivement. Oui, mais j'avoue que autant je verrais bien Lennart Van Eetvelt pointer autour de la 11e place après 2 semaines de Tour de France et attaquer mhm, dans les Alpes, autant effectivement Kian, en tout cas c'est l'impression qu'il donne parce que on sait que chez les Espoirs, il a montré un autre tempérament aussi, c'est vrai. face à une concurrence qui était différente aussi, à un moment différent de sa carrière, mais enfin, Kian donne l'impression en tous les cas d'être plus dans ce rôle de suiveur, comme il l'a été sur une Vuelta, bah, forcément où il était là comme coéquipier, co-leader avec Vlasov. Comme il l'a montré sur une première partie de Giro où il n'était pas bien et donc où systématiquement dans les dernières ascensions il laissait un petit peu de terrain. Donc voilà. Mais du coup, on me demande quel surpris et je te rejoins tout à fait, Alexis. J'ai presque envie de cataloguer entre guillemets les gens avec Remco. Tu vas nous faire un C'est bon ça. général pendant que Kian et surtout Lennart, moi Et j'ai Lennart. vraiment un petit faible pour Lennart Van Eetvelt, Moi aussi. va nous faire un feu d'artifice en montagne de tous côtés. J'ai une petite déception, Alexis. J'espère que tu ne le prendras pas mal, mais je suis quand même un petit peu déçu de ta réponse, parce que j'attendais quand même que tu me dises, bah, Lorenz de plus. Ben, oui, j'ai dit que ce serait peut-être le meilleur grimpeur d'Ineos cette année. C'est un prono fou, hein. Ok. Mais oui, non, ben, encore une fois, je pense que lui il peut nous faire vibrer en montagne aussi, mais pour un top 10. Encore une Mhm. fois, pas pour un top 5. Ouais, ouais. Alors, on parle ici de grimpeurs. On passe à la question suivante. On est déjà à la 13e question de cette preview spéciale cyclisme belge en 2025. Et on ne lâche pas tout à fait les grimpeurs, puisque je propose de s'arrêter 2 secondes sur le parcours des mondiaux de Kigali. On sait qu'il y a un D+ assez remarquable. Alors, quand on décortique le parcours, c'est un peu plus complexe que C'est ça. ça. On ne sait pas encore, évidemment, quelle sera la sélection belge. On ne sait même pas encore si les meilleurs éléments s'y rendront, puisque la Belgique, comme d'autres pays, ont déjà laissé entendre que, on pourrait envoyer une équipe B. Après, on sait qu'une équipe B belge, ça vaut une équipe A sans prétention de beaucoup d'autres pays. Pas de tous, mais de beaucoup d'autres pays. Alors la question, évidemment, elle est compliquée ici en début de saison, à presque 10 mois, évidemment, de l'événement. Est-ce que, il y a un coureur sur lequel il faut miser, selon vous, pour l'équipe nationale belge aux mondiaux de Kigali? Je vais laisser Damien donner des noms, mais, mais en fait, ce qui est ça qui est bizarre, c'est que tu le dis, c'est que c'est pas un championnat du monde des Flandriens comme on aurait pu le croire quand on a annoncé Kigali. Mais c'est pas non plus un championnat du monde des grimpeurs, comme le dénivelé pourrait nous le faire croire. C'est vraiment un championnat du monde des résistants. On en parlait avec Damien tout à l'heure. Ce sera le champion du monde du plus résistant. Et à ce petit jeu-là, je ne vais pas mettre un grimpeur, et je vais peut-être pas mettre un Flandrien non plus, je vais mettre le plus résistant, et j'aurais vraiment du mal à dire qui c'est. Donc je laisse Damien répondre à cette question. Et c'est pas parce que j'allais dire, ben, Alexis, c'est toi qui nous as pondu cette question, donc débrouille-toi maintenant. Mais non, mais après, quand je vois quand même le dénivelé, quand je vois même sur de la résistance, quand je vois les côtes, bah, j'ai quand même envie de dire que c'est Remco notre meilleure carte. Moi, ça Oui, me je semble pense quand aussi. même évident. Mais par contre, c'est vrai qu'après, j'avoue que j'ai pas analysé tout dans le détail. Est-ce que c'est irrégulier, pas régulier, le Mont Kigali? Mais de toute façon, ça vient dans un moment de course où, oui, il y a peut-être un petit groupe qui va se former là, mais ce ne sera peut-être pas le moment clé, puisqu'après, ils reviennent sur le circuit local. Et alors, on parle d'un mur. Et là, tu te dis, bah oui, un mur, vraiment un mur, Van Aert, c'est peut-être trop, mais hey, c'est 800 mètres, quoi. Van Aert affûté, pourquoi pas? Puis je dis, ouais, Van Eetvelt, il a du punch aussi. Van Gils, il est quand même bien résistant quand Mais tu c'est vois ce qu'il a ça. fait sur l'estradé. Et alors, le problème, c'est que bah, tu peux pas prendre tous ces mecs-là. Ou alors avec une hiérarchie, mais ça me semble impossible de faire une hiérarchie. Alors, prenant ces 4 mecs-là, par exemple, dans une même équipe, ça me semble pas possible. Et donc, franchement, c'est dur. C'est dur, mais
je vais profiter de cette question pour glisser un nom qu'on n'aurait jamais glissé ailleurs. Sur qui je mise? Je dirais Remco derrière. Je sais pas trop comment on s'organise, mais sur qui je compte à tous les coups, sur un parcours pareil, déjà sur tous les parcours, mais encore plus sur un parcours pareil, en équipier du coup, c'est Tish Benoot. Comme ça m'a Ouais, permis de glisser Tish Benoot dans l'épisode c'est parce que ouais, lui, c'est parfait pour lui pour être le super équipier. ouais. Et Bon, juste pour Romain, débrouille-toi. Eh, vas-y, pardon. un peu plus sérieusement, le parcours, c'est vrai que c'est des côtes qui sont irrégulières, donc elles sont pas très raides en moyenne, mais elles commencent fortes et finissent plus doucement. Et donc, en effet, pour si je dois être plus sérieux, je mettrais quand même Remco en leader chez nous. Mhm. À toi, Ouais. Romain. Bah non, je ne vais pas rajouter grand chose si ce n'est ceci, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore exactement le programme de course de Maxime Van Gils. On sait qu'il va faire les Ardennaises, mais dans une équipe où il aura moins de pression que ce qu'il n'avait par le passé, et dans une équipe aussi où il aura peut-être un petit peu moins de cartouches. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un Maxime Van Gils arrive peut-être plus frais pour ces mondiaux de Kigali que d'autres, je ne vais pas dire rivaux, mais en tous les cas d'autres leaders potentiels pour l'équipe belge? Bah, c'est pas impossible. Donc moi, j'aurais envie de mettre une grosse cartouche sur ce Maxime Van Gils. Et puis, bah, forcément, c'est impensable de parler d'un tel parcours sans dire que Remco doit être au minimum co-leader. Donc, Mhm. pour moi, c'est les deux gars qui vont à tous les coups. Après, on sait aussi que Wout van Aert a une aura en Belgique qui fait que inévitablement, on devrait compter avec lui. Et à moins que lui, justement, ne double peut-être les deux grands tours, Giro, Tour de France. Bref, à moins que lui-même ne décide que ce parcours est trop compliqué pour lui, trop dur pour lui, et qu'il fasse un pas en arrière, je vois pas le sélectionneur ne pas prendre Van Aert. Et est-ce que on peut, à l'heure actuelle encore, prendre Van Aert en disant, tu seras coéquipier, mes petits filles? Non. Donc, voilà, je pense que on a les trois coureurs. Van Elvel, j'y crois beaucoup moins. Je l'ai dit tout à l'heure dans un autre thème, j'adore ce coureur et je le trouve fantastique, mais je pense que dans la hiérarchie belge actuellement, c'est pas la carte qu'il faudra sortir, qu'il faudra dégainer. Et même si c'est peut-être le plus fort sur ce parcours, bah, si jamais il va à Kigali, on lui donnera un rôle à effectuer à la Benoît, etc. Donc c'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à ne pas pointer Van Edveld, mais à rester sur Van Gils Remco et je vais presque dire par obligation Wout van Aert. Et même réflexion, je suppose, pour Neis que pour Van Edveld, parce que personne n'a cité Neis. Non, et c'est vrai que Neis, on l'a dit en début d'émission, il reste encore jeune, il Oui. a encore beaucoup de choses à prouver sur les longues courses. Et bah, autant les Flandriennes, elles sont costaudes parce qu'il y a beaucoup de kilomètres et parce qu'il y a de sacrés petits murs. Mais ici, on est sur encore quelque chose de plus important. On est finalement sur une sorte d'Amstel Gold Race avec une étape de montagne au milieu, hein, si on voulait un Ouais. petit peu résumer. Donc voilà, je ne vois pas Neis cette année-ci, en tous les cas. J'ai l'impression qu'en fait, cette saison-ci arrive un an trop tôt pour Thibaut Neis, en résumé. Mhm. Ouais, je suis assez d'accord. Je voulais juste ton avis là-dessus. D'autant plus qu'aussi, Neis, il fait pas encore non plus les saisons complètes, c'est qu'il veut Non, continuer le cyclocross en faisant une belle saison, plus que des Van der Poel et Van Aert. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être qu'il fasse un choix, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça en tout cas. tout à fait. Alors pour conclure cette émission 100% belge, encore deux questions à vous poser. La Mhm. première est la suivante. On vient de parler de beaucoup de noms qui reviennent finalement souvent, hein, parce que dans les grands coureurs belges, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Mais peut-être vous donner l'opportunité d'évoquer un coureur qu'on n'attend peut-être pas. Qui sera selon vous la révélation de cette année 2025 côté belge? C'est peut-être une surprise, mais moi je vais dire celui qui est, à mon sens, déjà la révélation de la saison cyclocross, Verstringue. Ah oui. Emile Verstring, ok. Ouais, Qui court Ok, chez Alpecin de Seninck, hein, exactement. faut le dire pour ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas le cyclocross, Ouais, ouais, tout à fait. qui est effectivement un des petits jeunes. Ouais, ouais. ouais, bon choix, intéressant, très intéressant. Bon, moi, je vais encore une fois, entre guillemets, un peu tricher, parce que je vais repartir chez les filles, je vais dire Laure de Skepper. Laure de Mhm. Skepper, 19 ans, court chez AG Insurance. Elle a pris sa première victoire professionnelle l'année passée sur une course d'un jour devant Evita Muzic, excusez du peu. Et elle a fait huitième, par exemple, du Tour de Romandie, qui est World Tour.
19 ans, c'est pas mal, hein. Elle avait gagné le prologue aussi du Tour de l'Avenir. Elle a dû abandonner malheureusement la course, mais elle avait gagné le prologue du Tour de l'Avenir des dames. Donc, ouais, je pense qu'elle a une énorme marge de progression. Est-ce que ce serait même une révélation? Bah, je pense que ceux qui suivent le cyclisme féminin en parlent déjà. Mais oui, je pense qu'elle a tout pour exploser cette année. OK, ben effectivement, c'est un chouette choix, Lord de Skipper, c'est clair que c'est une des nouvelles, un des nouveaux visages du cyclisme féminin. Alors quitte à rester dans le cyclisme féminin, il y a un nom que j'aurais voulu vous sortir parce qu'il faut le je l'ai ici à côté parce qu'il faut pouvoir le prononcer, c'est Margot van Parchtenbeek, que vous ne Mhm. connaissez certainement pas, Non. qui, court chez Volker Wessels, qui a déjà 25 ans, donc il faudra voir évidemment, la marge de progression, mais qui sort d'une saison, assez remarquable dans cette équipe qui était, si je ne m'abuse, une simple équipe continentale et qui passe en Pro Team, enfin en Pro Tour, donc chez les filles, hein, et qui pourrait être voilà, ce nom que personne n'attendait, que personne n'a jamais entendu, et que on va quand même citer peut-être une fois dans la saison. Sinon, de manière plus générale, si je reviens chez les hommes, alors je ne vais pas évoquer une vraie révélation, dans la mesure où une révélation, par définition, c'est sans doute un coureur qu'on n'attendait pas du tout, qu'on n'a jamais entendu parler. On pourrait dire, tiens, ben, Jarno Widar, mais non, Widar, c'est un nom qu'on connaît déjà. On attend qu'il arrive, même Mhm. si on sait qu'il va faire encore une saison dans l'équipe développement de chez Lotto. Et donc, je vais quand même vous parler de quelqu'un qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, un bon coéquipier et qui pourrait avoir sa carte cette saison-ci et qui, du coup, pourrait devenir un petit peu. Je ne vais pas citer de nom parce que je sens que quelqu'un va le citer après. Mais ce serait Lionel Tamigno. Lionel Ouais. Tamigno, c'est ce jeune sprinter, enfin jeune, c'est ce sprinter brabançon chez Lotto qui, dans la hiérarchie du sprint chez Lotto, va prendre cette année-ci manifestement un rôle un peu Mhm. plus important, c'est-à-dire qu'il était dans le train de chez, enfin d'Arnaud Delis la saison dernière. Il était avant cela dans le train de Jasper Philipsen chez Alpecin de Senank. Et manifestement, c'est un coureur qui va recevoir certaines cartes blanches cette année-ci et un coureur qui a décidé d'axer sa saison sur le sprint. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui va gagner un monument tout de suite, évidemment, mais je vois bien là peut-être le prochain Gerben Thijssen, par exemple, venir truster ici des accessites un peu partout sur des courses flandriennes ou autres, et donc d'être un petit peu cette révélation, comme on a pu avoir par le passé un Amaury Capiot ou un Jente Beermans. Donc on est sur évidemment un profil de révélation, dire de second ordre, mais parce que j'avais envie simplement de citer ici Lionel Tamigno. Ouais, je trouve ça un super bon choix. Je trouve qu'il grandit en plus bien, quoi. Année après année, Mhm. il, Oui, il grandit pas trop vite, mais il grandit. Mais je savais pas, en fait, qu'il aurait plus de place, enfin, qu'il y avait eu des trucs qui se disaient. Parce que je t'avoue Ouais, que si c'est ce j'avais qu'il dû a aller chez dit. les garçons, mon choix c'était de Skatener, en me disant justement il y a une place à oui. prendre. Mais alors, en fait, c'est peut-être Tamino qui va prendre cette place, et donc j'ai peut-être bien fait de pas citer de Skatener, qui est encore jeune, hein, 19 ans, né au pro chez Lotto également. Donc, ouais, c'est intéressant, Tamino, je savais pas. Ouais, de ce que tenir qui a un profil aussi un peu plus flandrien, hein. On sait que c'est quelqu'un qui a performé sur les Paris-Roubaix Mhm. juniors à l'époque. Euh, je sais que chez les néopros, puisqu'on en a parlé d'eux, il y a aussi Robin Orens ou Mhm. Orens, je ne sais pas comment il faut prononcer, qui a on va dire, entre guillemets, la spécificité d'avoir fait un podium tant sur Paris-Roubaix que sur Liège-Bastogne-Liège, c'était l'année passée, en espoir donc, avec ce petit bémol, entre guillemets, qu'il a déjà 22 ans et que donc c'est un coureur qui était peut-être un peu plus âgé que toutes les autres pépites du cyclisme mondial sur ces deux courses. Et on le sait, en tout cas on le sait davantage depuis que Laurent Mars, le manager formateur d'Arnaud Delis, nous en avait parlé de ça dans un podcast de la saison dernière. Souvent chez les juniors, peut-être encore chez les espoirs, c'est celui qui a la moustache qui gagne. Petit clin d'œil ici, évidemment. Mais donc, effectivement, ce sera intéressant de voir ces deux coureurs de Skeutener et Orins. Toujours chez Lotto, il y a un autre coureur, je pense, qui va émerger dans cette dernière question, puisque après la révélation, j'avais envie de vous demander qui sera la confirmation cette fois-ci de la saison 2025 côté belge. Et je vous propose de laisser de côté les grands noms comme un Oui. Van Eetvelt qui a finalement déjà Ou prouvé et Nice. confirmé. Ou Mhm. Neis. Nice, ouais. Damien. Ben moi, je vais vous parler. Alors, je vais tout être honnête, je connais le choix d'Alexis, sinon j'aurais pris le même. Et du coup, je suis parti sur un autre. Je vais dire Alex Egart. Mais au final, Ouais. en y réfléchissant, peut-être que ce serait quand même lui mon premier choix, si vraiment Ouais, ouais. je devais y penser, parce Pourquoi qu'il pas. y a une
place à prendre déjà. Avec le départ de Vermeer, je pense vraiment que Segart peut monter dans la hiérarchie, pardon. Euh, il m'a impressionné quelques fois l'année passée. Il n'y a pas que sur le chrono. Alors sur le chrono aussi, mais il n'y a pas que sur le chrono. Moi, son René, oui, il m'a bluffé de fou hein, dans les petites côtes. Il a vraiment des capacités. Il est encore tout jeune. Donc s'il progresse encore un peu là-dessus, je pense vraiment que Segard peut être une confirmation. Et quand je dis confirmation, j'attends pas la même saison. J'attends une vraie progression qui, en fait, confirmerait, c'est pour ça que c'est la confirmation, confirmerait tout son potentiel et les quelque chose de vraiment sympa qu'il a montré l'année dernière. Donc oui, je vais partir sur Alex Segart et j'y crois assez fort, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et on l'avait déjà dit l'année dernière, sur un Paris-Roubaix, moi j'attends vraiment du très très grand Ségard dans sa carrière, vraiment. Mhm. Euh, et moi, ben, voilà, je reste chez Lotto. J'avais en effet choisi Berkmoes qui a fait une saison qui est en réalité totalement sous-cotée. On en parle un petit peu plus maintenant, mais tout au long de la saison, il a été extrêmement performant et je pense que voilà, je l'attends confirmé et je l'attends peut-être moins comme tu dis, exploser que Segart. C'est-à-dire qu'en potentiel, peut-être que Segart fera mieux, mais je crois que Berkmuth va continuer sa progression et nous confirmer que ça va devenir une valeur sûre de l'auto. En Ouais, ouais. plus, je sais pourquoi tu dis ça, parce que moi, je l'ai déjà mis sur Twitter. Berkmos va gagner la flèche Brabanson qui te tient tellement à cœur, donc Tout tu à étais fait. obligé Bah, de parler Tieno. écoute, il a fait quatrième de la Dreuven Course, qui est un petit peu la Mhm. petite sœur, on va dire, de la Flèche Brabanson. Donc oui, il va aller gagner la Flèche Brabanson. Ouais, ouais. Toi, Romain. Allez, ben, pour clôturer, je vais moi justement quitter l'équipe Lotto, qui est ce fantastique vivier pour le cyclisme belge, pour aller vers une autre équipe belge qu'on a très peu évoquée dans ce podcast, c'est Intermarché, pour évoquer Lorenz Rex. Tu as cité son nom Hmm. tout à l'heure. Lorenz Rex, alors on va pas dire qu'il s'est révélé l'année passée, parce que c'est un coureur qu'on avait déjà vu dans des courses, et on vient de parler de Paris-Roubaix. Il avait été impressionnant sur le Paris-Roubaix d'il y a 2 saisons. Mais en fin d'année passée, il a franchi un nouveau cap en s'imposant sur le Samin et en enregistrant là une belle victoire dans une classique pavée, une classique printanière. Ben voilà, simplement, je pense que Lorenz est capable d'encore franchir un palier supplémentaire et de venir se mêler aux meilleurs sur les meilleures courses flandriennes. Et on sait que c'est un gros moteur, qu'il a une puissance assez phénoménale. Alors, c'est pas le meilleur sprinter, sauf que justement, sur le Samin, il le remporte au sprint. Donc voilà, c'est un coureur qui a beaucoup de qualité et qui, je pense, si il échappe aux chutes, parce que l'année passée, son printemps a été malheureusement euh, comment, écourté en raison d'une chute. On sait que sur Roubaix, hein, rappelez-vous, il est tombé et alors il semblait bien en jambes, pardon. Donc voilà, c'est un printemps compliqué pour l'année passée et je suis sûr que s'il est épargné par les chutes et les blessures, c'est un des Belges qui sera en vue cette année durant tout le printemps des classiques flandriennes. Donc Lorenz Rex en ce qui me concerne. Et je vous propose une question bonus pour terminer. Donc tout simplement, de façon générale, on a cité beaucoup de coureurs. Souvent, certains sont revenus. On sait qu'à la fin de la saison, on distribue en Belgique un prix qui est le vélo de cristal, qui récompense le meilleur Belge. Qui sera le vélo de cristal 2025 selon vous? Je suis un peu embêté parce que Ouais. je peux pas jouer à pile ou face entre trois noms. Tu vois, il y en aurait eu que deux, j'aurais fait un pile ou face, mais à trois. En fait, c'est difficile là, parce que quand tu compares des mecs comme par exemple Evenepoel et Philipsen, bah, c'est tellement pas le même profil et pas le même terrain que on compare pas toujours la même chose. Et puis il y a la gagne. Est-ce que la gagne compte plus qu'un accessite face au tout meilleur? Justement, on a parlé de Pogacar Vingegaard sur le Tour. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si tu vas me le permettre et si tu vas être satisfait avec ça, mais je ne vais pas trancher. Parce que pour moi, c'est impossible à l'avance de savoir si ce sera Remco, si ce sera même Philipsen, ou si ce sera Wout, évidemment. Je pense qu'on a trois très grands candidats à être Bah oui. meilleur belge. Et ça peut aller tellement vite, ça se joue à rien. Si Philipsen, il fait premier s'il remporte Roubaix au lieu de faire deuxième, ça change tout, par exemple. Et donc, voilà, il y a trop de détails que pour vraiment te donner un nom maintenant de ces trois-là. Ouais, d'autant plus que Remco et Van Aert vont avoir a priori assez peu d'objectifs cette saison. Donc il suffit qu'ils se loupent pour qu'ils soient totalement hors débat. Mais ouais, je ne saurais pas répondre. En fait, imaginons que votre Van Aert fasse le doublé flandrien, il a une telle aura en Belgique que je pense que peu importe la suite, il remportera. Maintenant,
le Tour de France a une telle place que si Remco fait un tour monstrueux, euh, ça deviendra, enfin, je sais pas, oui, ce sera probablement au-dessus du doublé flandrien. Donc, je sais pas répondre. Parce que j'ai la foi en lui, je vais mettre Wout van Aert. Hmm. Mais voilà, ben c'est vrai que Remco Evenepoel, Jasper Philipsen ou Wout van Aert, ce sont a priori, en tous les cas, les trois noms qui pourraient émerger. Après, on l'a dit, on a la chance en Belgique d'avoir un vivier assez extraordinaire. Il suffit qu'un Maxime Van Gils aille s'imposer sur une des toutes grosses Ardennaises pour ensuite aller s'imposer à Kigali et hop, voilà quelqu'un Ah, d'autre qui arriverait dans la danse. Mais donc voilà, on a la chance, je pense, effectivement, en Belgique, de vivre, quand on aime le cyclisme, ces instants, ces années en tous les cas, qui sont peut-être les plus belles années du cyclisme belge depuis très longtemps. En tous les cas, Alexis Damien, merci d'avoir participé à cet épisode 100% preview belge. La saison, elle va bientôt commencer. Alors, pas encore en Belgique, mais enfin, on se réjouit déjà, évidemment, d'avoir affaire aux premières Flandriennes et ce fameux week-end d'ouverture. Et donc, pour faire la boucle, hein, je rappelle, en tout début d'émission, on disait ce week-end d'ouverture, Arnaud Delis, Wout van Aert, voilà deux sérieux candidats évidemment pour être la première victoire belge. On verra ce qu'il en est dans quelques semaines. En tout cas, d'ici là, messieurs, je vous souhaite un bon début de saison. Et quant à ceux qui nous écoutent, pareillement. Et puis, on va un petit peu voir si nos prévisions, finalement, nos prédictions se vérifieront sur l'ensemble de la saison. Alexis, Damien, merci beaucoup et à bientôt. Ciao, merci tout le monde. salut!